Voilà, bonjour Emmanuel Juste Duit. Bonjour Jean-Guillaume. Je suis ravi de faire cette vidéo avec toi afin que tu nous présentes un peu la pensée, les idées que tu développes et puis surtout peut-être commencer par ce qui t'a animé à écrire tous tes livres. Alors, ce qui m'a animé à écrire mes livres, c'est cette impression de quantité d'informations auxquelles chacun d'entre nous se trouve confronté, auxquelles que j'ai ressenti très tôt. Il suffit d'aller dans une FNAC et on voit 5 ou 3 étages de livres. On va juste à un rayon comme les rayons sciences humaines, politiques, religion. On voit déjà des salles entières avec des milliers, voire parfois des dizaines de milliers d'ouvrages. Et ça, cette profusion d'informations m'a frappé. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelque chose d'évident, que tout le monde est confronté. Je veux dire, c'est une expérience très commune. Je veux dire, entrer dans une grande librairie aujourd'hui et voir tous ces disques, tous ces livres, chacun d'entre nous fait cette expérience, mais on n'en tire peut-être pas les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce fait? Que signifie ça? Parce que derrière chaque livre, ou derrière maintenant chaque site internet, il y a des acteurs. Surtout quand c'est des livres en sciences politiques, des livres en religion, ça veut dire qu'il y a des mouvements religieux, des mouvements politiques, des mouvements associatifs, des mouvements de pensée, qui chacun disent autre chose. Ou des mouvements psy, par exemple. Si on va au rayon psychothérapie, on va voir le cri primal, dans les années 70, on va voir des centaines de livres qui proposent des centaines de méthodes. Et donc, ça veut dire que chaque livre représente un courant de pensée qui tire dans un sens différent, qui a des idées différentes, qui propose des expériences, Qu'est-ce qu'on fait de cette masse à la fois d'informations, d'expériences, de vision du monde? Est-ce qu'on peut continuer à avancer dans son coin, être sûr de sa façon de voir les choses, ou de sa pratique, ou de son action si on est un politique, ou de sa foi si on est un religieux, alors qu'il y a autant de mouvements, de visions du monde différentes qui coexistent? Qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans ce monde, quand on veut avoir une vision du monde, des autres visions du monde? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on essaie de dialoguer avec elles? Est-ce qu'on essaie de les connaître? Est-ce qu'on peut les connaître? Il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a tellement que ça? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette complexité? C'est un peu... c'est pour ça que ça m'a intéressé. Edgar Morin parle de la complexité. Moi, je parle du foisonnement. C'est des aspects assez proches. Maintenant, le problème, c'est que la complexité, aujourd'hui, est devenue en quelque sorte une mauvaise complexité. C'est-à-dire, c'est une complexité qui nous paralyse. Internet, on est devant des dizaines de milliers de sites. Un cerveau humain ne peut pas traiter des dizaines de milliers de sites. Même quand on s'intéresse à un sujet limité, on a déjà des centaines de sites qui en parlent. On a plein de revues, des revues spécialisées. Donc, à part les domaines où on va être vraiment un spécialiste pointu, peut-être par sa profession, je sais pas, un médecin spécialiste du cerveau en neurosciences et encore d'une partie des neurosciences pourra peut-être être à même de savoir à peu près ce qui se passe dans son domaine de recherche. Mais à part ça, à part ça, ça veut dire qu'on ne connaît rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le citoyen va se déterminer? Donc, si tu veux, tout ce problème à la fois de cette masse d'informations et de l'utilisation de cette masse d'informations, la hiérarchisation, l'organisation de cette masse d'informations m'a intéressé depuis très tôt. Et les questions que je me suis posées, c'est... alors, il y a eu, disons, on pourrait dire d'une manière, au niveau de la civilisation, je pourrais donner des exemples là-dessus, des effets concrets de cette masse d'informations. Parce qu'on va dire, oui, mais c'est un problème, disons, théorique qui se pose finalement à des spécialistes, les spécialistes de l'information, des banques de données, presque des ingénieurs qui réfléchissent aux sciences de l'information. C'est pas un problème qui touche le public finalement, qui touche à la limite le citoyen. Je pense que si. Alors, je vais prendre des exemples très simples là-dessus, peut-être on pourrait prendre toutes sortes d'autres exemples. Dans les années, jusqu'au peut-être aux années 60-70 du siècle dernier, un individu qui se posait des questions existentielles, des questions peut-être métaphysiques, disons, sur le sens de l'existence, finalement, il y avait deux grandes options en Europe occidentale. Soit il était catholique, s'il était dans les pays catholiques, soit protestant, soit athée. Finalement, s'il n'était pas catholique, il était athée, et s'il était athée, il n'était pas catholique. C'était quand même un choix. Le choix, disons, sur la vision ultime de l'existence, elle se résumait en gros à deux choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je veux dire que l'individu, la personne qui naît aujourd'hui, confrontée au monde actuel,
Bien sûr qu'il peut être catholique ou athée, mais il peut aussi, pourquoi pas, être bouddhiste. Bouddhiste, c'est ambigu, c'est ni vraiment athée, ni vraiment catholique, on ne peut pas dire, c'est encore une autre voie. Il peut être hindouiste, comme dans les années 70, ça a commencé la mode de l'hindouisme, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se sentaient en affinité avec l'hindouisme, croyant des choses, des gourous indiens, etc. Il peut être musulman, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un choix existentiel qui est ouvert maintenant, alors que je ne pense pas que dans les années 50, il y avait quelques intellectuels, quelques érudits qui s'intéressaient à l'islam, certains se sont convertis, il y a eu un grand intérêt à l'époque, il faudrait retrouver, dans une visée d'ailleurs assez différente de la visée qu'on a aujourd'hui. Bon, mais ce n'était pas un choix ouvert à la majorité des personnes, même dans des villes. Il peut être, je ne sais pas, il peut même se tourner vers des choses complètement autres, le chamanisme, même les sectes, les différents mouvements religieux qui ont leur petite vague dans les années 80, maintenant on en est un peu revenu. Mais donc ça veut dire que l'individu il est soumis à beaucoup plus de choix. Donc, s'il veut être sérieux, s'il veut vraiment se poser la question quelle est la vérité, quel est le sens de la vie, ça devient compliqué. S'il est vraiment sérieux, ça veut dire qu'il devrait, à la limite, s'il était conséquent, faire une vraie recherche. Et une vraie recherche sur soi, c'est pas simplement donc justement aller voir les athées, les catholiques et les protestants, et pourquoi pas les orthodoxes par exemple, qui ont une vision, qui sont chrétiens mais qui ont une vision encore complètement différente. Aujourd'hui c'est possible, les orthodoxes, on les connaissait pas, on les voyait pas tellement, bon, on les voit pas encore beaucoup, mais on sait que ça existe. Et on est obligé, même si on est chrétien, déjà si on est chrétien, on n'a plus que les catholiques, les protestants, on a les évangéliques, les orthodoxes, les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah. Déjà rien que si on a déjà un certain choix existentiel, une certaine foi, pourquoi la vivre sous telle ou telle modalité? Ça devient déjà très compliqué. J'ai pris l'exemple des religions parce que je pense que la question religieuse est très importante aujourd'hui, mais je peux prendre l'exemple des psychothérapies. À une époque, on parlait que de Freud et de Lacan. Aujourd'hui, il y a eu un éclatement. Je me souviens d'avoir eu un livre qui recensait à peu près 100 écoles différentes de psychothérapie. Bon, ça allait de l'art-thérapie au psychodrame de Moreno, aux thérapies existentielles très intéressantes, enfin, à des méthodes et à des approches totalement différentes. C'est-à-dire des centaines. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui s'intéresse aux thérapies, bon, il peut aller chez son psychanalyste, mais à la limite, il a beaucoup d'autres possibilités. Pourquoi il irait chez son psychanalyste? Pourquoi pas voir d'autres choses? Bon, alors, c'est pareil dans le domaine politique. Les clivages politiques, pendant des décennies même récentes, c'était les communistes et en gros les libéraux. Ça pouvait se décliner, ou les démocrates sociaux et les libéraux. Bon, les clivages ont un peu évolué. Disons qu'après-guerre, il y avait vraiment un parti communiste fort, donc c'était en gros communiste qui avait 20-25% des voix quand même. Et puis droite, libérale ou démocratie chrétienne, ça faisait en gros 2 ou 3 partis. Ou les gaullistes, bon, on avait peut-être 2 ou 3 choix possibles. Maintenant, après, il y a eu un clivage, disons dans les années 90, altermondialistes libéraux, qui s'est un peu durci entre vraiment les partisans d'une société de consommation, de production, et les altermondialistes, si on peut dire. Et puis il y avait aussi les socialistes, mais qui étaient, comme ils ont renoncé au communisme et au marxisme, étaient finalement, on peut dire, des variations sur un peu plus d'accentuation sur le côté social, mais c'était pas un changement de modèle de société par rapport aux libéraux. Et donc il y avait, disons, 3 choix, mais après il y a eu l'écologie politique qui est arrivée sur le devant de la scène, qui fait un 4e choix. Ensuite il y a des questions sur les croissants et les décroissances, les décroissants, qui sont marginaux évidemment, mais si on veut faire une enquête sérieuse sur les choix de société possibles, les visions de l'économie possible, on est obligé d'en tenir compte. On ne peut pas dire, même s'ils ont très peu de pourcents, ils existent, et ils ont des idées à proposer qui sont complètement d'autres modèles. Est-ce qu'on peut, par exemple, éliminer les marginaux? Est-ce qu'on peut dire, ça fait trop de choix, c'est trop compliqué, donc j'élimine d'emblée des gens? Mais sur quels critères? Pourquoi, par exemple, si je suis militant politique ou si je m'intéresse à la question politique, je n'irai voir que LR, les Républicains, le Parti Socialiste, les Verts et je sais pas, Le Pen? Pourquoi j'irai voir que ces 4 partis qui sont, disons, les 4 partis qui, pour l'instant, ont le plus de voix? Pourquoi je n'irais pas voir, je sais pas, des partis qui ont beaucoup moins de pourcents de voix? Après tout, les écologistes, ils avaient peut-être 1% de voix, et Le Pen d'ailleurs, ils avaient peut-être 1 ou 2% de voix il y a 20 ans,
Ils en ont 20 ou 30 maintenant, ou 15, enfin. Bon, est-ce que c'est un critère, le nombre de voix que remporte un parti pour juger de son intérêt? Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas des petits partis qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui auront des réponses complètement innovantes et qui détermineront certains éléments politiques très importants du débat dans 20 ans? Je ne sais pas. Donc, justement, ça c'est un des problèmes typiques qu'on a. Comme on a un champ d'information trop vaste, on élimine. L'individu élimine d'emblée certaines possibilités. Et donc, par exemple, il va se dire dans le domaine religieux, souvent par rapport à la famille et la tradition à laquelle il est rattaché, il va n'aller voir que certains acteurs. Donc il va aller voir quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, dans un quartier de centre-ville, avec une certaine culture, etc. S'il se pose des questions existentielles, il ira voir du côté de l'athéisme, du côté du christianisme, peut-être du côté du bouddhisme s'il est vraiment curieux, et peut-être du côté de l'islam, parce que maintenant on en parle beaucoup. Il ira voir 4 choix. Bon. Mais encore peu de gens font ça. Très peu de gens font ça. Là, en général, si quelqu'un a un problème, une question existentielle qui le taraude, il va aller voir la religion dans laquelle il est issu, peut-être qu'il va découvrir tout d'un coup une religion, une spiritualité qu'il ne connaissait pas, il va rencontrer par hasard, souvent à la limite, ou au gré d'Internet, ou au gré d'une émission de télé, un courant spirituel, et en gros, il va mettre en balance qu'il a connu par tradition et par famille, et ce nouveau courant spirituel. Donc finalement, il va hésiter entre 2 choix. Mais c'est infiniment limité, 2 choix, alors qu'il y en a en fait 5 si on voit les grandes religions de l'humanité, 5 ou 6 si on voit les grandes religions de l'humanité, et 200 si on englobe toutes les spiritualités, etc. Donc, finalement, tu poses une question, c'est comment faire des choix. Et est-ce qu'il y a une vérité possible à déterminer dans tous ces foisonnements, à la fois religieux, politiques, culturels? Je vais même pas là. Je vais déjà dans l'idée on est dans ce foisonnement. C'est notre situation existentielle. Déjà voir lucidement ce foisonnement, ce que très peu de gens font. Je dis simplement, on le refoule, on le dénie. On rentre dans une FNAC, on voit tous ces livres, mais en fait, on n'en tire pas les conséquences. On ne voit pas ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a derrière. On reste dans une sorte d'état où justement on a élaboré des stratégies de déni par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on continue à vivre et agir comme si cette quantité de choix, mais c'est pas seulement de choix, d'actions qui vont dans toutes sortes de sens, de forces en présence, qui agissent dans toutes sortes de sens, de pensées, qui découpent le monde, qui organisent le monde, qui hiérarchisent le monde de toutes sortes de façons. On fait comme si ça n'existait pas. Et on a élaboré en fait 3 attitudes par rapport à ça, parce qu'on le ressent tous, mais on n'en prend pas conscience, on ne l'analyse pas, on ne le pense pas. Alors il y a des penseurs qui s'y sont intéressés, évidemment, je ne suis pas le seul tout d'un coup qui tombe du ciel et qui y pense. Alors bon, parmi ceux qui sont connus, si on peut dire, bon, il y a Edgar Morin, donc toute la réflexion sur la complexité, à mon avis, procède de là. Edgar Morin, quand il parle de complexité, on pourrait intégrer, c'est évidemment, la complexité, c'est quoi? C'est aussi la masse des actions, des rétroactions. Quand on agit, finalement, notre action ne donne pas le résultat forcément qu'on avait prévu, puisqu'il y a toutes sortes d'interactions avec des tas de groupes, des tas d'autres actions qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une façon d'aborder ce problème-là, évidemment. L'autre penseur qui m'a marqué, qui est moins connu actuellement en France, c'est Alvin Toffler, qui a écrit Le choc du futur, et il lui parlait de l'hyperchoix. Mais lui, il disait qu'en gros, pour lui, le cerveau humain ne peut traiter qu'un certain ensemble de choix ou de données, et donc pour continuer à fonctionner, si on peut dire, pour ne pas être parasité ou paralysé, on limite instinctivement, si on peut dire, la quantité de données qu'on doit traiter. Donc, mais Toffler s'intéressait beaucoup aux questions de consommation. Donc, il parlait du consommateur qui rentre, par exemple, dans un supermarché et qui est confronté à 50 marques de lessive. Son cerveau va devoir traiter l'information, même pour choisir simplement une lessive, des lessives plus ou moins polluantes, des lessives qui ont tel et tel parfum. Enfin, au lieu d'avoir une lessive et puis de se dire je rentre au marché, j'achète une lessive et je sors, j'ai devant moi 50 lessives. C'est idiot, mais ça fait de la surinformation, ça fait du bruit informationnel et ça fait de l'énergie à dépenser. Donc Toffler disait comment on fait pour sélectionner ça? Il parlait de style de vie. Il pensait que les individus ont élaboré ce qu'il appelle des styles de vie, par exemple le style de vie du rocker, le style de vie du cadre dynamique, le style de vie du baba cool, le style de vie un certain nombre de styles de vie qui restreint les choix. Parce que au lieu d'aller voir tout ce qui existe et de considérer tout ce qui existe, la personne qui a un certain style de vie, par exemple un certain style vestimentaire, va pas aller voir d'autres vêtements. Donc il va tout de suite restreindre le nombre d'objets à examiner et son cerveau va restreindre son travail par cela même. C'est-à-dire que son cerveau ne va plus traiter qu'un ensemble d'informations gérables.
parce qu'il aura dit j'ai un style de vie. Mais Toffler a une pensée très importante, mais il ne parle pas des choix religieux, spirituels, politiques, des modes de vie alimentaires, des choix éducatifs qu'on fait si on a des enfants et d'entre quel type d'école, quel type d'éducation on va les mettre, des choix entre psychothérapie. Il parle de choix du consommateur, de la personne qui va choisir des loisirs par exemple. Donc sa pensée s'applique très bien entre les bouquets là où il y a 100 ou 150 chaînes de télévision, des choses comme ça. Mais moi j'applique ce problème de l'hyperchoix au choix existentiel. Qu'est-ce que devient nos choix philosophiques? Qu'est-ce qu'on fait en tant que sujet qui est placé devant des grandes questions de la vie, de la mort, du sens de la vie, de ce qu'on doit faire comme action ou ne doit pas faire d'ailleurs. Moi je me place de ce point de vue-là. Donc que doit faire le sujet dans cette situation-là, le sujet pensant qui est dans sa nudité, qui ne sait pas, qui est dans l'incertitude de la condition humaine, qui est face au mystère de l'univers, qui est jeté là dans cet univers, dans ce chaos. Qu'est-ce qu'il fait face à ce chaos? Alors il y a eu, à mon sens, il y a 3 stratégies que l'être humain tend à mettre en place dans ce type de situation. Bon, il y a comme stratégie, je dirais, le militant. C'est-à-dire, c'est un individu, à mon avis, qui en général, bon c'est schématique, hein, en général, disons, ne se pose pas le problème, continue comme avant. C'est-à-dire, il trouve une vision du monde, ou une vision politique, ou une vision religieuse qui lui paraît vraie, donc il trouve des arguments à son avis qui valident sa vision des choses, et il milite pour faire triompher cette vérité. Donc par exemple, ça va être la personne qui rentre dans les partis, enfin pas l'électeur de base, hein, le militant qui est convaincu, le militant libéral, le militant écologiste, le militant trotskiste, etc. Bon, le militant, c'est quelqu'un qui veut agir, qui n'accepte pas forcément, qui a des convictions, qui a une valeur de conviction, qui ne se résout peut-être pas à ce que le monde aille mal comme il va mal, donc qui n'est pas satisfait forcément du monde tel qu'il va, qui veut améliorer les choses, donc il a des côtés estimables évidemment. C'est quelqu'un qui veut s'engager, ce que tout le monde ne fait pas, qui est prêt à donner du temps pour faire avancer quelque chose, mais qui agit, qui espère que sa vision des choses, il lui paraît tellement vraie, tellement évidente, qu'il pense que tout le monde va partager cette évidence. Il pense que c'est une question de convaincre les autres. Et le problème du militant, c'est qu'il va se heurter à des gens comme lui, qui sont des militants qui vont dans un autre sens. Chaque militant a un contre-militant. Donc le militant libéral ou le penseur ou l'activiste ou la personne qui croit au libéralisme, il va se heurter à l'antilibéral. Mais l'antilibéral de même va se heurter au libéral. Le communiste, il va se heurter à l'anticommuniste. Le militant religieux d'une certaine religion, il va se heurter aux gens qui ont une autre vision religieuse ou anti-religieuse ou athée. Et donc chacun, dans son coin, va accumuler des bons arguments, va être de plus en plus convaincu de l'évidence de ce qu'il pense, va se renforcer dans son évidence en allant voir les sites internet qui vont le confirmer, en se renforçant, en allant dans sa structure militante, en restant entre militants qui se montent la tête un peu à se dire qu'ils ont raison, et qui vont trouver de plus en plus d'arguments pour dire qu'ils ont raison, que les autres sont des cons qui n'ont rien compris, mais les autres fonctionnent sur le même modèle. Donc on va avoir des atomes, en fait, durs les uns les autres, comme des boules de billard qui se heurtent les unes les autres, et ça fait une sorte de jeu comme ça, les militants se heurtent aux militants. Alors bien sûr, certains vont espérer que leur parti, leur mouvement, leur religion va s'imposer au monde, va convaincre toute l'humanité. Mais moi, ayant eu la curiosité de chercher à rentrer dans les univers intellectuels et mentaux de différents types de visions du monde, de différentes religions, de différents partis politiques, je me suis aperçu que la plupart, peut-être pas toutes, mais la plupart avaient de bons arguments. Que à peu près n'importe quel parti politique est inspiré par une pensée derrière, par une philosophie derrière, et accumule derrière lui des expériences, des arguments bien rodés, des stratégies de discussion qui sont solides. Donc, quand vous faites partie d'un parti politique, vous êtes naïf si vous pensez que ceux d'en face, ils ne vont pas avoir non plus des arguments, des choses à vous rétorquer, des idées, etc. Maintenant, si on prend le domaine religieux, c'est pareil. Quand vous êtes dans une religion, vous découvrez souvent, en approfondissant la culture de votre religion et autres, qu'il y a beaucoup de choses dans votre religion, beaucoup d'arguments qui valident votre religion, et des expériences, puisque les religions, c'est pas qu'une question d'arguments intellectuels. Les gens qui participent de ça, il y a des saints hommes, des saintes femmes, il y a des gens
qui font le bien autour d'eux, il y a des gens qui ont des expériences intérieures de contact avec le divin ou la transcendance, c'est très riche. Donc plus vous allez approfondir votre religion, plus vous allez être convaincu que c'est très riche, vous allez aussi voir les complexités, vous allez peut-être aussi pouvoir prendre aussi du recul, parce que vous allez voir qu'il y a eu des controverses au sein de votre religion, de votre mouvement, etc. Vous allez voir aussi, vous allez gagner en subtilité, mais en fait, les autres religions auront autant d'expériences, autant de controverses, autant d'arguments, et des religions qui disent vraiment pas la même chose. Dans le bouddhisme, vous allez avoir autant d'expériences spirituelles, d'actions peut-être pour l'autre, de choses, d'historiques, de controverses, d'argumentation, de recherche de ce qu'est l'univers, de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est l'intérieur, que dans le christianisme. Pourtant, le christianisme et le bouddhisme, le christianisme dit qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à l'être humain, le bouddhisme dit qu'il ne s'occupe pas de cette question. Donc c'est vraiment des options fondamentalement différentes. Si vous voulez, et ainsi de suite. À chaque fois, on pourrait décliner ça pour les thérapies. Des Freudiens ont beaucoup d'arguments, mais des gens qui sont pour des thérapies familiales, par exemple, ou comme l'école de Palo Alto à laquelle je me suis intéressé, ont beaucoup d'arguments, et c'est pas du tout la même vision ni de l'homme, ni de la thérapie, ni de ce qu'il faut faire. Alors on pourrait dire, et là on deviendrait relativiste, c'est l'autre stratégie, donc il y a des gens qui veulent plus être militants. Ils comprennent que si vous voulez essayer de convaincre, qu'on convaincra pas tout le monde, que le monde est trop complexe, ils ont renoncé. On peut dire que le militant, c'est un peu une survivance. C'est une survivance des temps passés où on pouvait militer. De moins en moins de gens sont militants. De plus en plus de gens prennent une autre stratégie existentielle, que j'ai appelée un peu le relativisme, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils renoncent quelque part, ils se disent c'est pas la peine, ils sentent quelque part, oui parfois ils le disent, qu'ils ils peuvent plus affirmer une vérité. C'est plus trop possible aujourd'hui, qu'une vérité sera toujours partielle, parcellaire, qu'on est dans un monde trop complexe. Donc ils se disent plus, en tout cas d'une manière très affirmative, catholique ou athée même, ou communiste, ils se disent plus grand-chose. Ils disent souvent qu'ils ont un vague humanisme, et puis ils disent à chacun sa vérité, quoi. Ils sont dans une sorte de renoncement. Ils ont intégré d'une certaine façon cette complexité, peut-être plus que les militants, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas une tentative de les intégrer en eux-mêmes, d'être à la fois écolo ou plutôt dans une religion, de faire des mélanges religieux ou spirituels? Oui, ça peut tout à fait Essayer d'en faire la synthèse individuelle. Voilà, peut-être, enfin ça va pas jusque-là, peut-être chez certains d'entre eux, il y a certaines personnes qui cherchent à faire des synthèses, effectivement, à faire du syncrétisme, donc en prenant un peu ce qui leur paraît un peu bien partout, enfin chacun fait un peu son cocktail, mais ce sont plus des gens qui vont adhérer d'une manière, je dirais, déterminée et affirmative à quelque chose. Ça va être des gens qui sont beaucoup moins sûrs d'eux, qui essaient de s'arranger, bricoler quelque chose pour eux-mêmes qui va marcher. Donc ça, c'est une attitude, disons, a priori, plus en rapport avec celle de la complexité du monde, avec la diversité d'options auxquelles on est confronté, peut-être plus réaliste aussi, si on veut, plus adapté. Mais en même temps, ça n'a pas la noblesse du militant qui, quand même, essaye de changer les choses. Parce que le problème de cette attitude, c'est que c'est une attitude très individualiste, en général. C'est des gens qui, finalement, vivent avec essaient de se débrouiller dans la vie au quotidien comme tout le monde, mais n'ont plus tellement l'ambition de changer le monde, en quelque sorte. Donc c'est des gens qui s'accommodent du monde. Mais est-ce qu'on peut s'accommoder du monde ? Qui essayent, disons, d'améliorer les choses un peu dans leur quotidien, peut-être se faire un peu de sport, de faire des loisirs, de trouver dans leurs loisirs des choses qui les épanouissent. On voit bien qu'ils travaillent. Mais si vous voulez, ça manque un petit peu de grandeur. Et puis, est-ce que c'est possible ? Est-ce que le monde ne va pas trop mal pour rester comme ça ? Vu le nombre de gens qui meurent de faim, vu les problèmes écologiques qui s'amoncellent, vu les problèmes même du système financier international qui peut-être craquer, est-ce qu'on peut rester dans cette sorte d'attente et de désengagement du politique ? Est-ce qu'on peut attendre que ça se passe en quelque sorte ? Est-ce que ça va se passer bien ? Le problème, c'est que ces personnes-là, elles laissent un peu le monde aller tel qu'il va. Elles sont modestes, si vous voulez. Elles ont accepté qu'elles ne pourront pas changer les choses, mais ce renoncement, en fait, il laisse à ce moment-là place. Il faut quand même au monde tel qu'il est. Il suppose que le monde tel qu'il est il continuera à aller comme ça, ce qui n'est pas sûr. Il peut y avoir une crise majeure qui nous oblige vraiment à trouver d'autres modèles, une crise écologique, une crise de notre modèle de société, et donc on ne pourra pas simplement continuer comme ça. Et puis tout simplement, est-ce que c'est très noble de vivoter comme on vit dans nos sociétés développées, alors qu'il y a quand même toute la souffrance dans les pays du Sud, qu'il y a quand même toute la situation, et puis il y a tous les pauvres même chez nous, les SDF, etc., ne rien faire pour ça, est-ce que c'est bien quoi ?
ça pose des problèmes moraux presque, d'égoïsme. Bon. Maintenant, il y a une troisième option, justement, ce serait une option encore plus évoluée, pourrais dire. Donc vous avez le militant de base qui, en quelque sorte, de base ou pas, qui en quelque sorte veut imposer sa vérité, continue à croire en une vérité, ou en une vérité politique, ou en une vérité religieuse ou autre, et qui avance, qui fonce, mais qui va finalement se heurter aux autres, et est-ce que ça va faire beaucoup avancer les choses? C'est pas sûr. Il y a la personne qui ne croit plus en des vérités, qui relativise, qui dit en gros tout se vaut, chacun son opinion, chacun fait ce qu'il peut, qui vivote comme ça, mais qui laisse le monde continuer tel qu'il va et peut-être aller à sa perte ou aller vers des crises majeures, déjà au niveau mondial, mais même au niveau local, qui laisse les gens SDF, qui s'occupe en gros de sa famille, mais pas plus, donc qui moralement on peut se demander si c'est super. Et puis il y a la troisième personne qui dit qui acte qu'il n'y a plus de grandes idéologies et qui adhère, et qui est assez humaniste si on veut, et qui décide de faire une action pour les autres, une action d'amélioration du monde locale. De terrain, par exemple, ça peut être des gens qui aident les restos du cœur, ça peut être des gens qui... Donc ça, c'est évidemment l'attitude, à première vue, la plus positive, évidemment, qui fait... maintenant, il y a les questions des réfugiés, qui dit, tiens, on va aider des familles, il y a des familles de réfugiés qui arrivent dans ma région, on va essayer d'aller les voir, discuter avec eux, les aider un peu à s'intégrer, à se sentir mieux là où ils sont. Enfin, c'est des actions, je dirais, humaines de solidarité, qui peuvent d'ailleurs prendre de l'ampleur. Donc là, c'est un peu l'idée que plein de petites actions humaines comme ça, localement, plutôt que de grandes idéologies, c'est l'idée de Coluche, en fait. Je vais pas te faire de grands discours, je vais te donner un peu à manger, et puis voilà, quoi. Donc, on en est un peu là. On en est dans ces actions humaines qui seraient finalement peut-être la manière la plus crédible d'arriver à un monde meilleur sans retomber dans les errements idéologiques. Parce que le problème, quand on a des trop grands projets, des trop grandes visions du monde et qu'on veut convaincre les autres, le fanatisme n'est pas loin, et puis on voit où ça nous a mené, guerre de religion, guerre idéologique du XXe siècle, on n'a plus trop envie de ça non plus. Donc finalement, est-ce que c'est pas la meilleure attitude de faire ce qu'on peut faire de bien autour de soi, et puis d'espérer que toutes ces mini-actions, ces micro-actions vont converger, vont faire un monde meilleur qui va petit à petit s'élever en niveau de conscience, en niveau de solidarité. Par exemple, les gens qui consomment autrement, manger bio, etc., qui, eux, participent indirectement aussi à de nouvelles filières, de la production plus éthique. Tout ça amène effectivement un certain changement de société. Mais je pense que ça ne répond pas à la grandeur, à l'ampleur de grands dossiers, de grands défis auxquels on est confronté. Pourquoi? Parce que l'individu, bien sûr, il peut au jour le jour faire des actions meilleures, mais sur les grands choix, ils n'ont pas disparu.